In the middle of the floor, in his cane-bottom chair, sits the boss of the board with his eyes everywhere. Marks well each fleece as it comes to the screen, paying strict attention that it's picking off Colleen. Collect go the shears, boys, click, click, click. Oh, wide is his blow and his hands move quick. The ringer he looks around and he's beaten by a blow, and he curses the old snagger with the bare palladio. Our boy is there, waiting in demand, with his blackened tar pot in his tarry hand. Sees one old sheep with a cut upon his back. Here is what is waiting for us. Tar here, Jack! L'envergure de l'Australie est celle d'un continent et sa position celle d'une île. L'immensité et l'isolement donnent à cette terre, la plus vieille de la planète, une dimension de plus. Les arbres s'y fondent avec la pierre, et les pierres peuvent se dresser comme des arbres. Seul l'homme a pu poser des limites au regard, mais il a eu fort à faire. Frôlée par l'équateur, l'Australie couvre un territoire 14 fois plus grand que la France, enveloppé par les océans Indien et Pacifique. La plus grande île de la Terre entretient dans ces conditions, depuis les origines, une vie naturelle unique. Certains spécimens ont connu une évolution longue et ininterrompue pour aboutir à des cas très particuliers. De nombreuses espèces animales et végétales ne se rencontrent ainsi qu'en Australie, parfaitement adaptées à leur environnement. Les premiers habitants, les aborigènes, ont vécu des milliers d'années durant à l'abri des influences extérieures en développant une civilisation originale et complexe. L'arrivée des hommes blancs a changé l'ordre des choses. La terre nourricière des ancêtres est devenue productrice et rentable. L'agriculture et l'élevage ont transformé les paysages beaucoup plus vite que n'importe quelle érosion. Et comme la terre avait des ressources, sa richesse a fait parler d'elle loin au-delà des mers. Alors, les immigrants ont débarqué du monde entier pour édifier un pays multiculturel, jeune et dynamique, où les personnalités et les différences s'expriment dans le respect des autres. L'Australie offre un terrain de rêve à la pratique des sports, surtout nautiques. L'esprit de compétition emporte l'adhésion de tout un pays qui a organisé les Jeux Olympiques à plusieurs reprises, et notamment à Sydney, à l'aube du 3e millénaire. Un symbole fort pour ce peuple habitué aux défis que lui lance la nature. L'Australie a confirmé son appartenance au Commonwealth britannique par référendum en 1999. Elle constitue une fédération de 6 États et de 2 territoires dont les villes principales sont toutes réparties sur les côtes. Les premiers Anglais ont posé le pied au sud-est, dans l'actuelle Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé du pays, à la mesure de sa capitale, Sydney. Avec des bâtiments qui semblent lever les voiles et jeter leurs amarres à l'horizon, Sydney fait douter des limites entre la terre et l'eau. La mer pénètre la côte sur une vingtaine de kilomètres. Elle oblige la ville à contourner l'eau ou à l'enjamber, parfois avec de grands moyens, comme le Harbour Bridge. Sydney se démène dans toutes les directions. Et malgré une énergie débordante, la plus ancienne ville australienne a su conserver les pièces majeures de son patrimoine architectural. Sans véritable plan directeur, la cité est un mélange surprenant où l'élévation et la légèreté contemporaine, d'inspiration maritime, côtoient la majesté et la pesanteur victorienne. La Sydney Tower symbolise tout l'élan d'une ville. Le plus haut édifice public de l'hémisphère sud domine la mer comme un mât et la ville comme un phare. Bateau ou coquillage, l'opéra évoque les mêmes références marines. Un architecte danois a tracé les courbes de ces coques qui ont mis 15 ans pour s'ouvrir. Sur une partie rocheuse de la côte,
le quartier des Rocks a été entièrement réhabilité dans les années 1970, cœur historique de la ville jadis fréquentée par les aventuriers. Aménagé plus récemment, Darling Harbour réunit un vaste ensemble de loisirs sur le site d'anciens entrepôts portuaires. Dans le quartier de Paddington, ces petites maisons ont été construites à l'intention des apprentis artisans. Leur décoration en fonte ouvragée leur confère une bonne partie de leur valeur. La population de Sydney s'est multipliée par 4000 en 2 siècles à peine. Aujourd'hui, les Sydneysiders, les habitants de la ville, sont près de 4 millions. Ils forment le tissu d'une communauté cosmopolite où une personne sur 3 est un immigrant de la 2e ou de la 3e génération. Se déplacer à Sydney implique tôt ou tard d'emprunter l'un des nombreux ferries pour traverser la baie et gagner les faubourgs. La plupart des habitants les utilisent d'ailleurs pour faire la navette entre leur domicile et leur lieu de travail. Manly étale son ruban de sable à une dizaine de kilomètres seulement au nord du centre-ville. La plage de Bondi, elle, se trouve au sud. Les surfeurs de la ville disposent d'excellents spots à portée immédiate de leurs planches. Dans la lumière irréelle qui baigne la cité au crépuscule, Sydney rayonne sur tout le Pacifique. Pendant plus de 20 ans, Sydney a été coupée des terres intérieures par une barrière rocheuse qui culmine autour de 1000 mètres. Les Blue Mountains. Ces montagnes doivent leur nom aux brumes bleutées, saturées en vapeur huileuse d'eucalyptus. Leur climat tempéré attire bon nombre de citadins. Créée de toutes pièces à mi-chemin entre Sydney et Melbourne pour mettre les deux rivales d'accord, Canberra est la capitale de la Fédération australienne. Canberra signifie d'ailleurs « lieu de rencontre » en langue aborigène. Siège des institutions démocratiques, la ville est organisée autour d'un plan d'eau artificiel. Elle a été conçue par un architecte américain sur le modèle idéal d'une cité-jardin. Avec ses 300 000 fonctionnaires, Canberra est la plus peuplée des villes australiennes de l'intérieur. À l'extrême sud-est, l'État de Victoria est le plus petit de toute l'Australie continentale. Il ne manque pourtant pas de personnalité, notamment grâce au climat tempéré qui accentue son côté britannique. Ici, la cohabitation est inévitable avec les représentants de l'une ou l'autre de la quarantaine d'espèces de kangourous, même sur les terrains de golf qui n'ont rien à envier aux parcours écossais. Le kangourou est un marsupial qui, avec sa poche ventrale, ferait d'ailleurs un excellent caddie. La Great Ocean Road suit une côte tourmentée où les aiguilles calcaires des 12 apôtres résistent aux assauts de l'océan. Attaqué par les éléments, ce beau décor n'est pas sans danger. En 1990, l'arche principale du rocher, surnommée London Bridge, s'effondra juste après le passage d'un groupe de visiteurs. Les Grampians empruntent leur nom au fameux massif montagneux écossais. Il marque l'extrémité sud de la cordillère australienne, la véritable ossature de toute la côte occidentale.
Au début du 19e siècle, le mérinos a été introduit en Australie. Ce mouton, réputé pour sa toison épaisse, a conduit le pays au premier rang mondial des producteurs de laine. Mais cet élevage intensif, qui a bouleversé l'environnement, n'a pas fait que des heureux. When they came, there was nothing but Aboriginals here. This was very important to the Aboriginals. Cet endroit était très important pour les aborigènes. Les fermiers, mes ancêtres, ont eu beaucoup d'ennuis avec eux. Quand ils se sont installés ici, ils ont construit une maison pour se protéger. Et comme vous pouvez le voir, ils l'ont bâti comme un fort. Vous voyez, des gros murs de pierre. Je suis la 6e génération à vivre ici. Beaucoup de bergers ont abandonné leurs troupeaux après la découverte de filons aurifères dans la région. La ruée vers l'or a fait la fortune de Ballarat, qui produisait le quart du métal précieux de l'État du Victoria. En se contemplant dans son miroir, la ville de Melbourne s'est surnommée la Merveilleuse. La fabuleuse richesse des mines d'or exploitées dans la région au XIXe siècle est une raison de cette assurance et de l'emphase de son architecture baroque. Autre raison, Melbourne fut capitale nationale avant Canberra. Melbourne possède un niveau intellectuel à la hauteur de ses prétentions. Ses écoles sont réputées et le prince Charles d'Angleterre lui-même y a étudié quelque temps. L'anglais que l'on y parle possède une tonalité unique en Australie, ce qui n'a pas empêché l'émigration. Melbourne est par exemple la 3e ville grecque au monde. Melbourne conserve quelques belles pièces de l'architecture victorienne, bien adaptées aux matériaux locaux et au climat. De plus, une vie culturelle intense lui a permis de se débarrasser des raideurs de la société anglaise traditionnelle. Dans les collines proches de Melbourne, la nature reprend ses droits et le koala ses feuilles d'eucalyptus, son aliment unique. Devant les fougères arborescentes, qui sont des fossiles vivants, le petit train semble remonter le temps. Au sud de Melbourne, Phillip Island assure un étonnant spectacle à la nuit tombée. Par groupes compacts afin de dissuader les prédateurs, les manchots bleus, les plus petits de l'espèce, regagnent leur nid dans les dunes. À 300 km de l'île-continent, la Tasmanie ne représente qu'un tout petit pourcent de la superficie nationale. Cet État n'est lui-même une île que depuis 10 000 ans. D'ailleurs, les premiers habitants sont arrivés à pied sec avant la fonte des glaces de la dernière période glaciaire. Un tiers de son territoire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec notamment l'une des dernières forêts vierges tempérées de l'hémisphère sud. Les conditions climatiques rigoureuses à proximité du pôle sud et les vents violents des 40e rugissants ont marqué les eucalyptus aux lignes tourmentées. Port Arthur fut choisi pour incarcérer les criminels récidivistes. Quand Port Arthur a démarré en 1830, c'était le dernier bagne que l'on construisait. Et l'idée était la réhabilitation. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre envoya les convicts, ces condamnés, purger leur peine en Australie, même pour des délits mineurs.
Cela équivalait à une déportation à vie puisque le voyage retour n'était pas prévu. Hobart, la capitale de la Tasmanie, bénéficie d'un des meilleurs ports en eau profonde du monde. C'est ici, à la fin décembre, qu'arrivent les voiliers de la célèbre régate Sydney-Hobart. La population débonnaire qui flâne dans les rues de Hobart ne doit pas faire oublier l'élimination totale des aborigènes de Tasmanie. Seul subsiste l'écho de la plainte rauque de leur didgeridoo. La Tasmanie est redevenue terre d'accueil et d'échange. C'est ici que les premiers combats écologistes ont été menés dans les années 1970. Les défenseurs de l'environnement et les partisans des énergies douces y ont gagné leur stature politique. Il faut dire que la nature ici méritait particulièrement d'être protégée. Exemple, les petits marsupiaux comme le wombat, dont la poche s'ouvre vers l'arrière pour éviter qu'elle se remplisse de terre lorsqu'il creuse sa tanière. Les diables de Tasmanie sont les spécimens les plus teigneux de la famille marsupiale. Ils ont les mâchoires les plus puissantes de tous les animaux terrestres. Il n'y a que celle du grand requin blanc qui soit plus forte. Ils sont capables de manger en un seul repas le tiers de leur propre poids. Ils sont extrêmement voraces. Hé, ne mange pas ça! Tu manges le micro! Tu peux pas faire ça! De sacrés petits diables, voraces et turbulents. Parmi tous les États australiens, la Tasmanie est celui qui a protégé la plus grande part de son territoire avec des parcs nationaux. Et cela en valait la peine. À l'opposé de la Tasmanie, l'Australie méridionale apparaît comme l'État le plus sec et la population se concentre à 80% dans la ville principale, Adélaïde. Adélaïde, qui passe pour la capitale la plus calme de la fédération, est agencée selon un plan parfaitement géométrique avec des artères tracées au cordeau. L'écrivain américain Mark Twain a été enchanté par Adélaïde, béni des dieux selon lui. Il n'avait pas tort, puisque les colons fondateurs, très pratiquants, ont laissé derrière eux de nombreux édifices religieux. Le puritanisme a disparu, car la ville a bien changé. En partie sans doute grâce aux gisements d'opale les plus riches d'Australie. L'opale est une pierre semi-précieuse aux reflets multicolores. La brillance de sa couleur lui donne toute sa valeur. L'opale n'est pas la seule richesse du sol en Australie méridionale. La vigne a été introduite dans la Barossa Valley par des colons allemands au milieu du 19e siècle. Elle assure aujourd'hui le quart de la production viticole australienne. Certains vignobles australiens sont plus anciens que les vignobles français car ils ont, eux, échappé au phylloxéra, ce puceron ravageur qui décima les vignobles français au 19e siècle. C'est un chardonnay qui vient des vignobles de la famille Schrapp, dans la Barossa Valley, juste derrière les caves. Ce style de chardonnay est très corsé avec beaucoup de parfum. C'est ce vin-là, il fait 13 degrés et à l'origine il vient de Bourgogne en France. Le plus important cours d'eau d'Australie, la Murray River, sépare la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria. Ce fleuve, vital pour l'alimentation du Sud en eau potable, a servi aussi de voie d'accès vers l'intérieur des terres.
Ils remontaient le fleuve sur 1500 miles. Par exemple, ils transportaient du verre, de la vaisselle, des choses qui apportaient un certain confort dans la maison. Alors que par la piste, quand il n'y avait que des chariots, ces choses se cassaient avant d'arriver. Au large d'Adélaïde, à une quinzaine de kilomètres de la côte, Kangaroo Island s'est détaché de l'Australie depuis 10 millénaires, ce qui explique la préservation d'un patrimoine naturel extrêmement divers et une faune très spécifique. Le kangourou se sert de sa robuste queue comme d'un balancier pour éviter de basculer en avant lorsqu'il bondit. Le koala se nourrit de feuilles d'eucalyptus très peu énergétiques. Il se fatigue donc très vite et doit dormir beaucoup. L'émeu, cousin de l'autruche, est comme elle incapable de voler. Kangaroo Island est la 3e île australienne en superficie, mais sa population est très faible. L'un des rares habitants est champion de surf, l'otari. Il se distingue du phoque par son oreille apparente et son cou allongé. Ici, à Kangaroo Island, on trouve une espèce d'otari connue sous le nom d'otari d'Australie. C'est une espèce rare, il n'en reste que 12 000. Cette colonie en compte 600. En ce moment, il y a des petits qui viennent de naître et la saison des amours va commencer. La nature facétieuse semble avoir tenté de reproduire les formes de ces mammifères dans les Remarkable Rocks. Le granit taraudé par l'érosion de l'océan s'est laissé aller à de surprenantes excentricités. L'Australie occidentale occupe à elle seule le tiers du continent. C'est le plus vaste des États australiens, mais aussi le moins peuplé. 5 fois la France pour 2 millions d'habitants. L'une des plus faibles densités humaines au monde, moins d'1 habitant au kilomètre carré. Ici, tout est démesuré, même les eucalyptus. On en dénombre plus de 500 espèces dont certaines peuvent atteindre 100 mètres de haut. Leur bois n'est pas toujours exploitable parce qu'il contient une trop grande quantité de résine. D'après les autochtones, il existe encore dans cet état des endroits où l'homme n'a jamais mis les pieds. Il existe aussi des lieux dont l'homme a disparu, comme les mines fantômes. Au sud de l'État, la ville de Kalgoorlie est sortie de terre à la fin du 19e siècle dans la folie de la ruée vers l'or. Les bâtiments, soigneusement restaurés, témoignent de cette époque prospère. La ville est élevée sur le Golden Mile, un lieu autrefois réputé contenir les réserves d'or les plus abondantes du monde. La ville a maintenant découvert un nouveau filon, le tourisme. En réalité, l'exploitation de l'or n'a jamais vraiment cessé à Kalgoorlie. Elle y est devenue plus coûteuse car il faut creuser toujours plus profond pour extraire le quartz aurifère. Jadis, il suffisait, dit-on, de se baisser pour ramasser les pépites. La roche d'Australie occidentale travaille en profondeur et en surface. Ici, la nature a lancé une vague haute de 15 mètres qui s'est figée dans le granit. Wave Rock. Mais parfois, la vague se lâche et le mur bondit en avant.
Les vagues ont amené le surf d'Hawaï en Australie au début du XXe siècle. Depuis, le surf australien est devenu bien plus qu'un sport, un véritable mode de vie. À 4000 km de Sydney, Perth, la capitale de l'Australie occidentale, passe pour être la cité la plus isolée au monde, car la première ville importante se trouve à des milliers de kilomètres. Le premier contact de l'Australie avec le monde occidental a eu lieu dans cette région au début du XVIIe siècle. Les modes de vie, de pensée et d'organisation de l'Occident ont pris pied ici très tôt grâce à l'immense ouverture de l'État sur l'océan Indien. La Coupe de l'América, emportée par l'Australie en 1983, a bouleversé la vie de cette petite ville. À 20 km de Perth, les cartes mentionnaient à peine le nom de Fremantle, qui vivait à l'ombre des chapeaux immortalisés par le héros du film australien Crocodile Dundee. Le rêve de l'America's Cup a duré 4 ans avant de rendre la ville à son isolement. Plus au nord, une région jadis très humide était il y a 30 000 ans peuplée d'arbres géants. La forêt fut détruite par le feu. Le sable progressivement la recouvrit et s'accumula contre les souches ainsi moulées. Petit à petit, l'érosion révéla le Pinnacles Desert, découvert par hasard en 1960 à seulement 2 km de la côte. Au nord de l'État, la plage de Broome a vu débarquer des flibustiers anglais à la fin du XVIIe siècle. L'histoire de cette côte est hantée de pirates sanguinaires, de naufrages tragiques, d'épaves mystérieuses et de trésors inaccessibles. De nombreux immigrés asiatiques ont créé ici une vraie Chinatown après qu'on eut trouvé dans les eaux du large la plus grosse espèce d'huître perlière. Au début du XXe siècle, Broome fournissait 80% de la nacre mondiale. Vers l'intérieur, le massif du Kimberley recèle les roches les plus anciennes de la planète, formées il y a 2 milliards d'années. Et la mémoire du baobab n'est pas assez longue pour remonter à l'aube de la Terre. Le Kimberley reste une des régions les plus sauvages d'Australie. Pendant le wet, la saison des pluies, les pistes sont coupées par des torrents qui ne facilitent pas la tâche des éleveurs installés ici depuis la fin du XIXe siècle, en plein territoire aborigène. Dans ces conditions, les moyens de communication sont une nécessité vitale. Les énormes distances à parcourir sur des pâturages plus souvent rouges que verts ont tué beaucoup de bétail et les éleveurs ont pris l'habitude de vivre dans un confort relatif
où le provisoire s'éternise et où le départ semble toujours imminent. Quand le garage le plus proche se trouve sur un autre continent, il vaut mieux savoir se débrouiller. Ou alors il faut s'adapter, comme le baobab, qui stocke l'eau dans son tronc et laisse tomber ses feuilles pendant la saison sèche. Pour lutter contre l'éloignement, la radio s'impose. En dehors des tâches ménagères, la journée est rythmée par l'entretien du cheptel, le seul patrimoine des gens du bush. Et il n'y a pas 2 jours pareils, mais en général, à l'époque du rassemblement du bétail, on se lève à l'aube, on saute dans l'hélicoptère, on rabat les vaches vers l'enclos. Là, on les marque, on les sépare, on en conduit certaines vers la ferme où on les expédie et on relâche les autres, puis on déplace l'enclos. C'est du 20 heures par jour, pendant 4 ou 5 mois. Pour immobiliser une vache, on connaissait le lasso. Ici, le 4x4 remplace le cheval du cow-boy et la méthode est plus expéditive. Rassurez-vous, l'animal est à peine étourdi. Le parc national des Bungle Bungles s'étire à l'est du Kimberley en déroulant un relief ondulé de rochers en grès striés de silice orange et de lichen noir. Un paysage lui aussi découvert par hasard en 1982 lors du tournage d'un film documentaire. Comme un coin massif, le territoire du Nord s'enfonce jusqu'au cœur de l'Australie en prélevant 1/5 du territoire national, 2 fois la surface de la France pour une population comparable à celle de Toulon. Les habitants sont tellement rares que le territoire n'a pas obtenu le statut d'État. Dans ces terres déchirées, un peuple venu d'Asie s'est installé il y a 50 000 ans, les aborigènes. Leurs peintures rupestres, comme des rayons X, montrent l'intérieur du corps à l'image du rêve qui constitue l'essentiel de leur culture. Ces contrées reculées ne sont pas sans risque. Et diverses menaces planent sur les visiteurs inconscients ou mal informés. Cette région n'a pas changé depuis 2 ou 3 000 ans. Avant, elle était en période de transition entre un environnement salin et une zone d'eau douce. On peut rencontrer les 2/3 des oiseaux australiens ici à Kakadu, et aussi les grands alligators, les crocodiles d'eau de mer, l'espèce la plus grande au monde. On trouve donc une grande variété d'animaux ici. Une diversité biologique sans pareille qui s'explique par l'isolement du continent australien depuis 40 millions d'années. Darwin, la capitale du territoire, étonne par ses bâtiments neufs. Il y a 2 raisons à cette apparence moderne. D'abord, la ville a beaucoup souffert des bombardements japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, elle se trouve dans la ligne de mire des cyclones tropicaux qui ne l'épargnent pas. L'interminable Stewart's Highway mène à Alice Springs. « 1500 km rectilignes, plein sud, sans limitation de vitesse. » Dans l'outback, l'arrière-pays australien, il vaut mieux surveiller sa consommation car le ravitaillement est rare. Sur la route, un petit pub a été créé, dit-on, par un routier en panne à la recherche d'un pub. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Les road trains, les trains de la route, forment d'impressionnants convois qui transportent des troupeaux entiers de bétail. Sur cette route sans virage,
Les énormes engins ne freinent jamais pour éviter les animaux qui traversent. Un pare-choc géant protège le moteur. Sur ces routes sans fin, les cadences sont dures. Sur un voyage de 12 heures, on fait du 60 km/h de moyenne. C'est le mieux qu'on puisse faire. La semaine dernière, pour faire les 300 km qui nous séparaient de la route goudronnée, on a mis 13h30. C'est pas évident. Il est difficile de faire autrement, car il n'existe pas de liaison ferroviaire entre le nord et le centre du pays. Dans la monotonie du bush, les road trains croisent parfois un original qui fait la route à pied, par exemple pour oublier un chagrin d'amour. Vitesse moyenne 5 km/h, distance Darwin-Alice Springs 1489 km. Monotone le bush? Pas toujours. Exemple, les billes du diable, les Devil's Marbles, un jeu de pétanque gigantesque taillé par l'érosion capricieuse dans le granit. Sur le tropique du Capricorne, il faut passer le jour du solstice, le 21 décembre ou le 21 juin, pour voir le soleil au zénith. À peine passé le tropique, apparaît Alice Springs. La ville a été créée à la fin du 19e siècle, quasiment au centre géographique de l'Australie, pour servir de relais à la ligne du télégraphe. Les aborigènes ont élevé Alice Springs au rang d'une capitale symbolique. Aujourd'hui, le peuple originel a récupéré près de la moitié du territoire du Nord après avoir lutté des décennies durant pour faire admettre que cette terre lui appartenait bien avant l'arrivée des Anglais. Au-delà des objets usuels qui accompagnent le culte des ancêtres et des divinités, ou qui s'intègrent à la vie quotidienne, l'art aborigène exprime, surtout dans la peinture, le dream time, une sorte d'errance, un cheminement spirituel dont les traces concrètes échappent aux non-initiés. Par la voie des airs, les médecins volants voyagent aussi pour soulager ou sauver, en couvrant des milliers de kilomètres à travers le bush, la brousse interminable. Les ordonnances codées sont transmises par radio, exactement comme l'enseignement à distance. À l'école des ondes, les élèves peuvent même être envoyés au tableau grâce à la vidéo. À l'origine, les communications n'auraient pas été possibles sans le dromadaire. C'est lui qui a permis d'acheminer le matériel pour construire la ligne du télégraphe. Les premiers dromadaires sont venus d'Afghanistan. Ils se sont reproduits et beaucoup sont retournés à l'état sauvage. L'espèce australienne est si résistante que les Saoudiens viennent y renouveler leur cheptel. Plus rapide, mais moins écologique, le 4x4 offre un bon compromis pour s'aventurer dans le Red Center, le centre rouge de l'Australie, couvert d'une terre riche en oxydes de métaux variés qui lui impose sa couleur brique. Soudain, il apparaît. Ayers Rock, le rocher sacré des aborigènes. Un monolithe de grès colossal dont seul 1/10 émerge du sol, comme un iceberg titanesque éclairé de l'intérieur. Non loin, les monts Olga, rongés par l'érosion, donnent un aperçu de l'Ayers Rock dans 100 millions d'années.
Au nord-est de l'Australie, le Queensland pourrait contenir 3 fois la France dans un État qui occupe le quart de la surface nationale et qui présente des aspects extrêmement contrastés, de l'épaisse forêt tropicale humide au pâturage presque normand. Au nord, la péninsule du Cap York pointe vers la Nouvelle-Guinée. Les premiers hommes blancs qui débarquèrent ici ont été surpris par les termitières géantes et par la résistance inhabituelle des aborigènes qu'ils rencontraient. Une exception, car les aborigènes n'ont en effet jamais constitué une nation homogène. À l'arrivée des Anglais, ils parlaient 200 langues, dont certaines n'avaient aucun point commun entre elles. Gorgée par les pluies de la mousson, la forêt tropicale du Queensland compte parmi les mieux préservées de la planète. Au sommet d'arbres démesurés, les scientifiques observent les étages supérieurs de la végétation, là où s'arrête la lumière du soleil. Cet arbre vous permet d'observer la voûte végétale. Près de 900 espèces de plantes poussent dans cette forêt primaire. C'est plus que suffisant pour quelqu'un qui viendrait ici pour apprendre. Et quand la lumière est complètement avalée, la nuit sonne le réveil de milliers d'espèces, certaines inquiétantes, d'autres craintives. Tout le long du Pacifique s'étire une plaine côtière privilégiée qui réunit sur 800 km les conditions idéales à la culture de la canne à sucre. Juste avant la récolte, pour concentrer la teneur en sucre, éliminer les insectes, les serpents et les feuilles mortes, on met le feu à la plantation. L'air se parfume alors de sucre chaud. Dans les cattle stations, les ranchs d'élevage, la production des bovins stagne depuis plusieurs années. Aussi, les propriétaires diversifient leurs activités pour compenser les pertes d'une exploitation séculaire. On possède à peu près 1 millier de têtes de bétail ici à Wetherby. L'élevage de bœufs existe depuis 1870. Le premier éleveur était un Anglais du nom de Grove, William Grove. On pense qu'il venait du Yorkshire, d'où le nom de la propriété, Wetherby. Alors que l'Australie vient au 2e rang mondial pour l'exportation des moutons, elle n'occupe plus que le 9e rang pour la viande bovine, en raison de sécheresses à répétition. Mais dès que l'on s'éloigne de l'outback desséché, la terre reverdit avec l'altitude sur les plateaux d'Atherton Tableland, traversés par le petit train de Kuranda depuis la fin du 19e siècle. Dans le lointain, la ville de Cairns précède un arrière-pays verdoyant où se conjuguent sol volcanique, humidité et majesté du monde animal. La rainforest, la forêt pluviale des tropiques, filtre la lumière du soleil et dissimule sous une voûte hermétique une faune d'une prodigieuse richesse. Avec leur taille en proportion avec celle du pays, les chauves-souris sont bien nourries.
Les plus grandes peuvent atteindre 1 mètre d'envergure. Elles portent bien leur surnom de renard volant. Les renards ne sont pas les seuls à voler dans cette région fertile en émotions fortes. Le Pacifique perd beaucoup de sa fougue à marée basse à hauteur de Cairns, la capitale du Far North, l'extrême nord. Une ville qui a conservé son charme colonial malgré l'afflux des visiteurs attirés par les ressources sportives de la contrée, mais aussi par sa douceur de vivre. Cairns doit une bonne part de son succès à la proximité de la Grande Barrière de Corail, un formidable récif parallèle à la côte. Sur 2000 km, se multiplient 400 espèces de coraux. Seuls les catamarans à faible tirant d'eau peuvent approcher les hauts fonds coralliens qui affleurent à la surface de l'eau. Et parfois, l'hydravion est nécessaire pour pénétrer au cœur d'un monde inouï. Le corail a besoin de lumière et se développe jusqu'à 30 mètres de profondeur dans une eau claire et salée dont la température ne peut pas trop varier. Le réchauffement de la planète menace son existence et celle de la faune qui l'entoure. Lizard Island. Cette île montagneuse, accessible aux visiteurs, occupe la position la plus septentrionale par rapport à la Grande Barrière de Corail. La configuration de l'île et les blocs rocheux qui la ponctuent prouvent son ancienne appartenance au continent. La présence de quelques reptiles sauriens justifie l'appellation de Lizard Island. L'île s'est fait une réputation dans le monde de la pêche au gros, notamment pour le marlin. Beaucoup plus au sud, Fraser Island est entièrement composée de sable sur 130 km. C'est la plus grande île de sable au monde, inscrite d'ailleurs dans le patrimoine mondial. À 25 km de l'océan, Brisbane offre un cadre idyllique à la capitale du Queensland. En conservant la plupart des bâtiments anciens, la 3e ville d'Australie a su grandir rapidement, mais avec élégance. On est loin de l'époque où les bagnards récalcitrants formaient l'essentiel de la population. Entre Brisbane et la Nouvelle-Galles du Sud, la Gold Coast, la Côte d'Or, aligne sur 75 km de littoral un ensemble immobilier exceptionnel, presque une ville à part entière, où les toponymes de Palm Beach et de Miami résument parfaitement le programme. Sea, surf and sun. Pour en arriver là, l'Australie est partie de rien. Sur une terre inhospitalière, sans repères, sans limites, des pionniers qui ont tout quitté ont sillonné le pays dans tous les sens.
Sans relâche, ils ont avancé. Un soir, ils se sont posés. Certains ont fait fortune. Les autres ont continué, lancés sur les routes par on ne sait quelle motivation. La soif de l'inconnu, le goût du risque et des paris insensés ont poussé ce peuple à foncer bride abattue, quitte à mordre la poussière pour fonder une nation d'avenir et lui donner de vraies valeurs. Les Australiens ont ainsi cherché à progresser en s'adaptant sans cesse aux exigences d'une terre disproportionnée. La moto est devenue le moyen le plus commun pour se déplacer, inspecter le domaine et rassembler le bétail, surtout avec les moutons. D'une terre ingrate, ils ont réussi à tirer le meilleur parti en la domestiquant, en divisant la surface, en répartissant les tâches et en partageant les ressources. Mais la tentation est grande de partir encore, car il reste tant à découvrir dans ce nouveau monde. Once a jolly swagman camping by a billabong under the shade of a coolabah tree, and he sang as he watched and he waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me, and it's a waltzing Matilda, Matilda, me darling. You'll come a waltzing Matilda with me. And he sang as he watched and he waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Well, down came a jumbuck sheep to drink from that billabong. Up jumped the swagman and he grabbed at him with glee. And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. And it's a waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. And his ghost may be heard as you're passing by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. And his ghost may be heard as you're passing by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me.